Je vous propose qu'on continue par une troisième partie, qui sera peut-être moins autour des tendances qu'un certain nombre d'habitudes que j'avais. Mais je voulais repartir sur des éléments qu'on a un peu entendus tout à l'heure, et puis sur deux, trois surprises, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Sport Aventure, ils ne sont pas venus finalement. Ils devaient revenir un an après. L'année dernière, ils étaient au forum aussi, et ils avaient donné leur témoignage. Bon, a priori, ils n'étaient pas là, mais je crois que finalement, on va quand même réussir à les avoir tout à l'heure. Bon, mais avant de les avoir, moi, je voulais parler un petit peu d'un point qui nous semble important aussi côté ADI, mais qui est en effet quelque chose d'assez partagé, qui est évoqué, vous le disiez tout à l'heure, Mathieu, dans le SRD2I, c'est qu'à un moment donné, la transformation numérique, ne vous inquiétez pas, c'est les slides où il y aura le plus de texte. La transformation numérique, c'est une expression qui est très valise, mais qui cache un enjeu essentiel, c'est penser sa stratégie d'entreprise à l'heure d'une ère toujours plus numérique. Évidemment, déployer les outils, le faire avec les hommes, etc., c'est quelque chose de très compliqué, mais on ne peut pas non plus faire l'économie de pouvoir s'extraire et de poser une big picture, on va dire, pour pouvoir bien penser sa transformation numérique en questionnant peut-être de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles expériences clients, de nouvelles modes de relations clients, et ce, qu'on soit en B2B ou en B2C. C'est un peu l'approche qu'on essaie de développer avec le questionnaire en ligne qu'on a proposé à un certain nombre d'entreprises et qui ensuite ont rencontré les gens pour les diagnostics sur l'ensemble de la région. Tentation technologique et informatique de la transformation numérique reste majoritaire. C'est un point très très important. Évidemment, déployer du matériel, des logiciels de gestion, etc., c'est évidemment essentiel, mais il faut qu'on essaie d'embrasser la transformation numérique sur quelque chose, sur un spectre qui est franchement plus large, y compris pour développer un certain nombre de nouveaux avantages concurrentiels. Sur les questionnaires qui ont été remplis par les entreprises qui ont réalisé les diagnostics aujourd'hui, un des éléments qui ressort, c'est quand même aussi le point de contact commercial, d'avoir besoin de trouver du client. Et donc l'amélioration aussi de l'expérience client et de la relation client, elle est liée aussi à la réponse à ce besoin-là. Donc un regard qui est souvent quand même trop porté sur la modernisation des outils de production et de gestion, peut-être que ça questionne aussi justement les usines du futur, mais on avait un atelier en début d'après-midi qui était justement sur un angle plutôt de comment on re-questionne le modèle aussi des usines et qu'on n'aborde pas le numérique que sur un aspect outils et amélioration des outils en interne. Et puis la transformation numérique, c'est quand même aussi un bon enjeu pour anticiper et adopter une posture d'esprit quand même particulière pour les prochaines transformations, parce qu'il y en aura d'autres. Pour l'instant, il y a une transformation qui est très numérique, mais il y aura peut-être des transformations cognitives. On voit de plus en plus le digital qui permet de mieux comprendre l'état émotionnel aussi des clients, de prendre le pouls de plein de choses, des indicateurs, des analytiques dans l'usine, sur le commerce, qui permettent vraiment d'une autre manière d'observer les usages, les comportements, et que ce soit sur un client final ou au sein de l'entreprise. Donc il y a plein de choses qui vont bouger sur ces aspects-là. Donc commencer à se mettre dans une posture aussi de type transformation numérique, c'est aussi peut-être commencer à se mettre dans une autre posture pour d'autres types de transformations. Je crois que ça rejoint un peu des choses qu'évoquait Hélène Desliens tout à l'heure sur le fait, à un moment donné, aussi d'opérer culturellement un virage important. Pas de solution de transformation numérique toute faite pour l'entreprise. Je pense que ça a été évoqué assez largement tout à l'heure. Il n'y a pas de définition non plus unique de la transformation numérique. Désolé, on pourrait dire que la transformation numérique, c'est la capacité à intégrer le numérique dans toutes les composantes de l'entreprise, services, produits, relations clients, outils, process, RH, culture, c'est vrai. Mais ce qui nous semble aussi très intéressant, c'est de se dire c'est quoi l'identification des opportunités numériques pour la définition de mon projet de transformation. Comment j'identifie des nouveaux entrants sur mon marché et mon exposition aux mutations engendrées. Comment je me concentre ma vision et ma réflexion numérique sur l'interface de l'entreprise avec son marché. Comment je m'inspire des nouveaux services qui sont développés notamment par les acteurs du numérique. On leur tape souvent sur les doigts parce qu'ils ne payent pas bien leurs impôts, parce qu'ils y vont de manière complètement décomplexée, à mettre des grands coups de pied dans des secteurs d'activité, mais ils ont quand même des trucs et astuces qui sont vraiment très importants à regarder. Et ça, peut-être qu'il y a une vague aussi qui a été un peu compliquée parce qu'on n'a pas vu assez tôt ces aspects-là. Et puis c'est une bonne occasion, justement, en s'inspirant de ce qu'ont fait les acteurs numériques, de repenser sa position dans la chaîne de valeur, de penser à une stratégie peut-être d'adaptation en s'appuyant sur le numérique ou tout à l'heure, comme on l'a vu avec l'IFATEC, sur plutôt une approche par le design. Et on arrive peut-être finalement à des résultats un peu du même type.
C'est 2 fois la même slide, c'est marrant ça. Je voulais aussi vous faire un petit retour là, sur un article très récent. Alors, ça parlera peut-être du côté de Limoges à Alex Simons, puisqu'il doit reconnaître la tête de Bertrand Dupérin chez Imakina, qui est un de ses collaborateurs, qui a écrit un excellent article très récemment, puisqu'il date du 20 janvier 2017, La transformation digitale en 2017, la fin des rêves et des miracles. Cet article, il est vraiment intéressant parce qu'il nous montre en effet qu'on a passé 1 an et demi à brasser la transformation numérique, enfin, même plus que ça, mais que le sujet vraiment et le mot, on en parle beaucoup depuis 2 ans, et qu'il en tire un certain nombre de leçons qui, je trouve, sont intéressantes, qui montrent qu'en effet, il ne faut pas tout penser que sur la relation client et l'expérience client, mais qu'évidemment, la relation au back-office et à la façon dont on le déploie est important. Mais quelques leçons aussi qu'il donne sur les entreprises B2B qui m'ont paru vraiment intéressant de rappeler. Qu'effectivement, une entreprise ne peut plus être que B2B. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, Zodiac qui évoque que ce n'est pas possible d'être que dans une relation avec ses distributeurs, qu'il faut retisser de la relation avec le client final pour itérer sur les produits, par exemple. À travers le témoignage d'Olivier Nazerolas aussi, ça ressort chez l'IFATEC. Parce qu'on ne peut pas se priver des datas du client final et laisser la connaissance à ce dernier. Parce que les moyens marketing pour faire pression sur le marché, il faut créer de la préférence et ramener les clients chez ces distributeurs. Parce que le décideur B2B adopte de plus en plus des comportements d'acheteurs B2C. C'était tout à l'heure quand j'évoquais le fait qu'on est de plus en plus effrontés tous avec le numérique et qu'on commence à avoir des standards qui nous ont été apportés par des usages peut-être plutôt privés, qu'on veut finalement retrouver aussi au quotidien. La conciergerie Zodiac, c'est aussi un niveau d'assistance des services qui étaient plutôt dédiés, on va dire, à du VIP qu'aujourd'hui, par du numérique, on peut apporter à tout à chacun. Et on est de plus en plus dans ce type de changement finalement culturels et d'exigences, et qui sont, en tout cas, numériques. Et la seconde, une entreprise B2B reste quand même une entreprise B2B, et qu'en effet, on ne peut pas non plus inventer une transformation numérique qui se passera des approches et des codes spécifiques d'une entreprise B2B. Un autre aspect, une entreprise B2B doit, à l'ère digitale, développer plusieurs stratégies entre du B2B pur, améliorer la performance de la relation et des process B2B, amener un surcroît de valeur via de nouveaux services, ça rejoint à nouveau les exemples qu'on a eus, et la connaissance du client final. B2C, créer de la préférence, de la différenciation évidemment. B2C, to B, utiliser cette préférence pour ramener des flux des clients finaux chez les partenaires business, excusez le Z qui est à la place du R, et B2B2C pour fournir aux clients business les moyens de développer leur activité dont ils n'auraient pu se doter individuellement. Donc il y a plusieurs aspects qui vont questionner une entreprise B2B, et il n'y a pas d'exclusivité, il y a plutôt du sur-mesure et une réflexion finalement très amont à penser là-dessus. Voilà. Donc ça me paraissait vraiment intéressant de vous faire un petit point sur cet aspect, et puis de se décomplexer et d'essayer de sortir des clivages qu'on a assez souvent quand même dans le digital, qu'on évoquait tout à l'heure avec les acteurs du conseil. Lui, il est plutôt stratégie digital marketing, il vient du web, lui, il est plutôt sur les outils. On le voit, c'est ce que nous démontre le web malgré tout, c'est qu'il y a de plus en plus du niveau de gris et pas du noir et du blanc, et qu'il y a plein de choses à faire, et qu'il faut commencer à en apprendre la culture. Je change complètement de sujet. On va partir dans des choses complètement différentes. Retour vers le futur, pourquoi? Si je n'ai pas d'effet couac, je dois pouvoir avoir normalement, depuis Munich, Sport Aventure, qui n'est pas parti à la fête de la bière, mais qui, les voilà. Alors, ils sont là. Donc, c'est Vianney du Grand Launay et David Ducournau. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça se passe bien à Munich? Impec, bon. Très bien. On a cru que vous nous aviez planté sur la première plénière, mais en fait pas du tout. Vous êtes sur un salon important pour vous, c'est ça? Exactement, oui. Qui est un salon autour de tous les sports outdoor. Alors, parce qu'on va rappeler une chose, Sport Aventure, c'est avant tout un magasin ancestral, physique, rue de Cursol, si je ne dis pas de bêtises, à Bordeaux. Et que vous étiez passé déjà l'année dernière au premier forum qu'on avait fait sur la transformation numérique. Vous en étiez un peu à vos débuts, et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de vous avoir un an après. Bon, là, certes, sur un salon, vous n'êtes pas avec nous, vous ne pourrez pas participer au cocktail, mais pouvoir nous dire un peu ce que vous avez fait depuis un an. J'ai quelques slides en même temps qui doivent tourner, je ne sais pas si on les verra, mais qui montrent que vous êtes beaucoup déployés sur le web. Au bout d'un an, vous en êtes où, en fait ? On a commencé, comme on l'avait dit l'année dernière, avec une société
non pourvus d'outils informatiques. Donc, au bout d'un an, on a mis en place ces outils informatiques. Et là, on en est au stade de continuer l'éducation des fournisseurs, l'éducation de nos équipes pour accélérer toujours la transformation numérique en cours. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires sur vos ventes, la part du numérique, elle a cru comment en un an? Quand on a repris, elle représentait un petit peu moins de 40% de l'activité. Aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié. D'accord, un peu plus de la moitié. 54%. Et alors, Jérôme, si tu peux de temps en temps mettre sur le PowerPoint qu'on voit un certain nombre d'images, parce qu'on se verra peut-être un peu moins. Sport Aventure, voilà, ça sera plus clair pour nos auditeurs. Sport Aventure, c'est donc ce magasin rue de Cursol. Un vieux magasin bordelais titré Sud-Ouest qui résiste aux géants du secteur. En fait, dans votre stratégie, il y a certes de la vente en ligne, une présence très forte sur le web, mais il y a aussi un certain nombre de partenariats spécifiques que vous avez liés. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on a donc l'article en fond et celui-là, je pense, on s'est rapproché d'Avenue Nautique puisqu'on a fait l'acquisition de cette start-up donc, dans le courant de l'année. Start-up bordelaise qui est née à l'Auberge Numérique, c'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Pour deux raisons. La première, qui était le renfort de l'activité. On était sur une activité très saisonnière, hivernale, on va dire. Et eux complétaient exactement notre gamme dans l'autre sens. Et la deuxième raison, c'est pour les équipes. Les équipes, donc au sens de la transformation digitale et de l'accompagnement à la transformation digitale, puisqu'ils sont arrivés dans l'entreprise avec des process tout neufs que nous, on voulait impulser du point de vue de la direction, mais qui n'étaient pas forcément acquis et qui n'étaient pas forcément transmis dans les équipes. Donc, il fallait un peu d'huile dans les rouages avec des équipes avec cette culture-là, on va dire. D'accord, très bien. Et puis, on travaille. Vas-y. Et puis, en termes de la continuité de cette transformation, on est venu à Munich, à ce salon international des sports outdoor, pour continuer à éduquer nos fournisseurs. Et dans cette transformation, il y a aussi des nouvelles synergies qui se créent. Et notamment, je crois qu'ils sont avec vous en ce moment, un partenariat sur lequel on est en train de finir de travailler avec Zodiac Nautique, pour présenter au mieux les produits de cette marque et sur le web et accompagner du coup des nouvelles marques, des anciennes marques dans cette présence dans le numérique. Donc si je résume, vous avez du e-commerce, une place de marché Avenue Nautique qui vous permet aujourd'hui de vendre un certain nombre de marques spécifiques, et notamment par exemple sur des marques spécifiques de chez Zodiac, et puis sur quel type de produits? Déjà sur des bateaux aussi qui sont en box, c'est ça? C'est ça, oui. Alors c'est du petit bateau, donc de l'annexe jusqu'au... et ça, on aimerait bien arriver à faire ça, trouver un peu le bateau Internet, le bateau pneumatique Zodiac qui peut s'envoyer, vendu sur Internet. Voilà. Alors ça, c'est un autre aspect du coup que Zodiac n'avait pas forcément évoqué, mais qui fait partie, qui est un des éléments aussi de sa stratégie, c'est de pouvoir passer justement par cette case des places de marché et y vendre un certain nombre de produits que vous n'avez pas forcément via vos distributeurs. C'est ça, Antoine, c'est ça. Je vois qu'il hoche la tête. Merci beaucoup. Bon, et c'est super de vous avoir eu depuis Munich. Et en même temps, on a vraiment l'impression, en fait, comme dans une émission de télé, que vous êtes deux comiques et que vous avez un fond derrière vous. Là, le fond en pierre est quand même assez marrant. Il a l'air complètement factice. C'est-à-dire que d'accord. Bon. C'est de la vraie pierre. En fait, on est dans le hall de l'hôtel et c'est pas très glorieux comme lieu de réception. D'accord. On a trouvé que ça avec une connectivité raisonnable. Eh ben, en tout cas, merci. Je pense qu'on vous a très bien entendu. On est très content de voir que Sport Aventure est en train de réussir sa transformation et est en train de bien bouger. Peut-être qu'on se verra dans un an. Avec grand plaisir. Merci à vous et bon salon. Au revoir. Merci. Au revoir. En fin de journée. Au revoir. Ah ben oui, on peut les applaudir. Et puis la retransmission n'a pas raté, donc merci d'applaudir aussi. Maintenant, je vous propose qu'on se connecte à Pau. On va se connecter à Pau et on va les remercier de nous suivre. J'espère que sur les autres sites aussi, ça se passe bien. J'ai vu un petit message tout à l'heure concernant Bayonne. J'espère qu'ils peuvent bien nous voir. Sur Pau, on va aussi avoir un intervenant qui s'appelle David Castera de Immersive Lab, qui a mis en place un test universel qui s'appelle le TANU,
Et ça nous semblait vraiment important de l'avoir et qu'il nous fasse un témoignage, parce que dans la transformation numérique, on l'a beaucoup entendu depuis le début de la journée, mais les humains, leur culture sur le numérique, leur niveau d'acculturation, leur niveau d'exigence, ce sont des éléments vraiment importants. Je me rappelle des discussions qu'on avait eues aussi, et y compris dans le cadre du SR2I d'ailleurs, avec le Césaire, sur le fait de rappeler que si on avait aussi un forum assez récurrent sur les sujets du numérique, il était vraiment important de prendre en considération l'humain. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et là, j'aimerais bien qu'on puisse... je vois une épaule de David. Non, c'était une épaule de Béatrice. Est-ce que David est dans les parages? Je le vois qui arrive dans le fond de l'amphi. Super. Donc on va pouvoir avoir David qui nous parle un petit peu de ce test universel. Il arrive. Super. Bonjour David, tu nous entends? Vous n'avez peut-être pas activé le micro là. Ouais, c'est bon, ça va se faire. Merci Karine. C'est bon. Voilà, super, bon, très bien, on t'entend beaucoup mieux d'un coup. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de monde à Pau aussi, vous êtes en train de nous suivre, vous passez un bon moment? Bon, très bien, il n'y a pas de hall là encore, mais bon, c'est bien. Ça va venir. Ça va venir, bon, très bien. David, merci beaucoup de témoigner. On voulait te demander, justement, tu as entendu tout à l'heure, il a beaucoup été question justement de l'humain, de son acculturation, de son intégration dans les process de transformation numérique. Donc la transformation numérique passe forcément en effet par l'engagement et la compréhension au sein de l'entreprise. Vous, toi, tu es chez Immersive Lab, mais vous avez développé le TANU, tanu.io. J'ai quelques slides aussi en même temps qu'on pourra montrer de temps en temps. Et tu as développé un test universel qui permet en entreprise, un peu comme un TOEFL ou un TOEIC en anglais, de pouvoir mesurer quel est le niveau d'acculturation des salariés, aussi de ceux qui arriveront demain sur le marché du travail. Tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Alors, tout à fait. C'est exactement ce que tu viens de dire. Nous, chez Immersive Lab, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on développe des outils, justement, pour nos clients, des outils numériques, des sites, du e-commerce, des applis, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a pu constater tout au long de ces années qu'une des raisons principales d'échecs, parce qu'il y a eu des échecs sur les projets que nous avons pu mener, une des raisons principales d'échec en fait, d'un projet numérique était le manque d'appropriation dans l'entreprise, par les équipes de l'entreprise. Et on a fait ce constat-là, et il y a quelques mois maintenant, donc en fin 2015, durant un projet chez un client, le Crédit Agricole pour ne pas le nommer, est arrivée justement cette problématique-là de la culture numérique des jeunes embauchés. Donc le banquier, comme toute entreprise, a une vraie grande problématique de transformation numérique, avec des modèles économiques qui changent, avec de nouveaux entrants sur le business, avec des problématiques de dématérialisation, enfin bon, tout un tas de problèmes qui l'empêchent de dormir la nuit. Et on s'est rendu compte que les jeunes qu'il embauchait, souvent, n'avaient pas conscience de ça. Alors les jeunes, bien sûr, ils connaissent bien les réseaux sociaux, savent jouer avec Facebook, un petit peu Twitter, pas mal Snapchat. Mais par contre, l'impact du numérique sur le business du banquier, donc sur leur métier, sur le métier qu'ils allaient exercer pendant 40 ans, parce que quand on rentre au Crédit Agricole, on n'en sort pas souvent, en fait. Mais ils ne maîtrisaient pas cet impact-là. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de permettre aux équipes de recrutement de parler numérique au moment lors des entretiens. Et pour ça, il leur fallait un outil, c'est pour ça qu'on a développé le TANU. Et plutôt qu'en faire juste un outil pour le Crédit Agricole, on en a fait un service qu'on commercialise à tout type d'entreprise. Et qu'est-ce qu'il pose comme question en fait? Ce sont des questions de culture numérique. Alors le test, il dure 30 minutes, enfin le tronc commun en tout cas. Il dure 30 minutes, on vous pose 90 questions qui sont réparties dans 5 catégories. Donc informatique, internet, économie numérique, réseaux sociaux et technologie. C'est la technologie, une catégorie un peu fourre-tout pour parler de ce qui ne concerne pas Internet notamment. Les objets connectés, la blockchain, etc. Donc on va essayer d'aborder un petit peu tous les sujets. Et les entreprises ont la possibilité
d'ajouter des catégories complémentaires liées à leur activité ou liées au poste pour lequel, par exemple, elles recrutent. Alors, on a des catégories e-banking, même une catégorie bien tordue sur la blockchain, catégorie e-tourisme. Enfin, il y a pas mal d'idées de catégories qui nous arrivent tous les jours parce qu'évidemment, à chaque client, sa problématique. Tu disais, parmi les différents aspects, notamment des questions sur l'économie numérique, je serais assez intéressé de connaître les résultats sur ces aspects, parce que pour être intervenu aussi auprès de publics étudiants ou plutôt jeunes, on s'aperçoit chez les plus jeunes, mais aussi chez les plus vieux, que souvent l'appréhension des outils, elle est plutôt bonne. Par contre, l'appréhension des modèles justement plutôt économiques du numérique, elle est souvent un peu faiblarde. Je rencontre souvent des chefs d'entreprise, moi, qui me disent, moi je suis pas un geek, j'y connais rien. Par contre, mes salariés, ils s'y connaissent vachement bien en numérique, mais en fait, ils s'y connaissent en usage, ils s'en servent tous, mais par contre, en création de valeur par le numérique et de nouveaux modèles d'économie numérique, pas tant que ça. Qu'est-ce qui en ressort, si vous avez des statistiques un peu globales sur cet aspect-là? Alors, j'ai pas là de chiffres en tête, j'ai mal préparé mon intervention, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il y a deux catégories qui sont un peu en deçà des autres. Il y a celle sur les réseaux sociaux, de manière assez étonnante, mais c'est une réalité. La plupart des personnes qui ont passé le test aujourd'hui ont systématiquement la catégorie sur les réseaux sociaux qui est un peu en deçà des autres. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément la connaissance évidemment globale de la diversité des usages dans les réseaux sociaux et n'ont pas non plus forcément la connaissance des mécanismes d'influence, etc., etc. Et effectivement, la catégorie économie numérique, et ça, c'est pas une surprise pour nous. Par contre, la catégorie économie numérique, elle aussi, est certainement une des celles les moins bien appréhendées par la plupart des personnes qui sont passées au test. Et juste pour l'anecdote, j'ai évidemment soumis le TANU à mes équipes de développeurs, juste comme ça pour voir. Alors effectivement, ce sont des gens qui quand même maîtrisent bien le numérique, ses usages. Et ceci dit, toute la partie économie numérique était pour la plupart, bon, pas catastrophique, mais bien en deçà. Tout simplement parce qu'en fait, elle va traiter de l'usage final, elle va traiter effectivement de l'évolution des business, et ça, ma foi, pour parfois les développeurs, c'est pas forcément le sujet. Mais ça rejoint notre problématique pour dire que la transformation numérique est quand même un enjeu très fort en termes justement d'appréhension stratégique et qu'elle doit se placer assez haut, évidemment, dans le management et dans son appréhension. Peut-être tu évoquais tout à l'heure le Crédit Agricole, mais sur différents types d'entreprises que tu as, vous voyez des différences aussi entre une PME qui répond au TANU ou justement des plus grands groupes ou voire de la TPE? Alors nous, on a aujourd'hui à peu près toutes les typologies d'entreprises qui utilisent le TANU. Ça va effectivement de la TPE jusqu'au grand groupe. En fait, on va avoir... mais par contre, ce qui est difficile pour répondre là, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément les mêmes publics dans les entreprises qui vont répondre. On a des grands groupes qui vont travailler sur le recrutement uniquement et pas utiliser le TANU en interne, parce qu'évidemment, derrière, ça pose une problématique en interne qui est, bon, c'est bien, tu me testes là, et qu'est-ce que tu fais maintenant pour me faire progresser, maintenant que j'ai vu que je connaissais rien au numérique, qu'est-ce que tu fais pour me faire progresser? Et la problématique de la formation dans le domaine de la culture numérique est quand même assez complexe. Par contre, effectivement, on va aussi avoir des entreprises qui ont des problématiques très précises. Par exemple, je pense aux experts comptables qui ont des problématiques très très précises en matière de numérique, qui ont des métiers qui peuvent très très clairement disparaître dans les années à venir et qui ont un besoin de transformer leur métier. Et là, pour le coup, de faire prendre conscience à leurs salariés que voilà, le numérique, c'est pas que leur métier qui va disparaître, mais c'est aussi de nouveaux modèles économiques pour le cabinet, c'est de nouvelles activités qui peuvent aussi être développées par le cabinet. Et donc l'usage dans ces, par exemple, chez ce type d'utilisateurs-là, c'est vraiment de la prise de conscience.
Très bien. Merci beaucoup pour ce retour, David. Je vous invite à aller tester aussi, alors du coup, le Tanu. J'en profite pour vous remercier tous à Pau aussi, qui est attentif. Là, j'en vois qui prennent quelques notes et tout, c'est super. Merci beaucoup de ce suivi. Merci Béatrice que je vois juste à côté de David. Merci Karine qui doit être quelque part derrière et à Julie aussi. Eh bien, écoutez, à plus tard. Hein. Merci pour ce témoignage à distance qui était très audible. Merci beaucoup. À plus tard. Allez, on va repasser sur le PowerPoint. Je vais demander après David Castera. Ne vous inquiétez pas, on approche du moment où vous allez pouvoir être libéré et allez pouvoir profiter d'un certain nombre de choses. Mais là, je vous vois très très attentif, mais il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir nous en dire plus en termes de prise de pouls sur ce que vous avez pensé dans la journée et sur Twitter et sur les différents sites. C'est Éloi Choplin de Triple C, que je remercie d'être là. Éloi nous fait aussi des interviews aujourd'hui avec son équipe, avec Laura et d'autres sur place. D'ailleurs, vous pouvez aller, si vous le voulez, témoigner vous-même auprès de ces équipes tout à l'heure pendant le cocktail. Tout à fait. Éloi, alors bravo pour le petit visuel. T'as vu le gif, ça marche bien. Prendre le pouls, effectivement, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai un bout de papier. Je suis évidemment en digital, mais j'ai un bout de papier parce que sinon je n'y arrive pas. T'es figital en fait. Je suis figital, voilà. D'accord. Ou fidital, ce que j'ai cru lire. Je prends. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est dit sur le hashtag MaTransphonum? Alors, il s'est dit pas mal de choses. Déjà, je tiens vraiment à te féliciter et féliciter ADI, parce que c'est un véritable événement augmenté. L'événement augmenté, c'est briser les murs, c'est construire des ponts, et c'est s'affranchir des frontières. On s'affranchit des frontières grâce à un hashtag, MaTransphonum. Et alors là, les frontières de la Nouvelle-Aquitaine, donc on salue évidemment tous ceux que tu as pu réunir à distance. C'est un vrai événement. Les statistiques, c'est un vrai événement aussi, puisqu'on est dans les Trending Topics France. Donc, je rappelle, c'est les tendances clés sur Twitter. Aujourd'hui, il y a Depuis que je suis en couple qui cartonne. Il y a Big Malion aussi qui cartonne, allez savoir. Il y a Kinurive aussi. Et il y a MaTransphonum. Donc, bravo aussi. Devant Pénélope Gates. Devant Pénélope. Alors là, elle commence à monter Pénélope, si je puis dire. Mais il est 18h et on s'en fout. Alors qu'on n'a même pas d'hologramme en plus. Et nous, on n'a pas d'hologramme d'ailleurs. C'était un petit message de Nicolas sur les réseaux, enfin sur Twitter, qui regrettait un tout petit peu qu'il n'y ait pas cet effet hologramme. Ceci étant, il y a eu le petit effet Bonaldi que tu as su très très bien twister, parce que tu as su expliquer la transphonum grâce à cet effet Bonaldi. Alors là, franchement, bravo. Il y a eu quelques questions, quelques tweets autour du côté humain, du côté cognitif. Ça a pas mal plu. Ça, c'était aussi avant la plénière. Ça a pas mal tweeté là-dessus. Et moi, j'ai une grande incitation finalement à faire à tout le monde. C'est poser vos questions, poser les thèmes ou les questionnements que vous aimeriez avoir. Parce que ce hashtag, c'est un hashtag qui va s'installer. C'est un lien avec la prochaine édition. C'est aussi ça, l'événement augmenté. Voilà Antoine. Super, merci. On essaiera de toute façon de vous faire merci beaucoup Éloi, de vous faire un bon retour sur ce qui s'est dit dans les ateliers et sur l'ensemble de la journée. Vous pourrez retrouver pas mal de contenu directement en ligne, les vidéos, les présentations, y compris dans les ateliers. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On en fait déjà depuis quasiment 2h30 maintenant de présentation. On est un petit peu en avance sur le temps, mais je crois que ça va nous permettre de faire une chose, c'est d'échanger encore plus tous ensemble dans le hall du Rocher de Palmer. On aura encore plus de temps pour profiter des innovations qui sont présentées par les boîtes. Je vous propose vraiment d'aller voir ce qu'ils font, parce qu'il y a des choses vraiment bluffantes, notamment avec les casques aussi type HoloLens de Microsoft en réalité augmentée. Il y a des exemples métiers, donc ça vaut le coup de prendre du temps. Il n'y a pas 36 000 casques, donc ça vaudra le coup d'en profiter au maximum. Et puis, avant de vous quitter, je vais vous retrouver tout à l'heure, mais sur les démos cocktail, et de retrouver nos innovations, j'adore ce gif, il ne faut pas en mettre trop dans les présentations PowerPoint, mais un petit peu quand même. Ouais, vous êtes d'accord, ouais, bon. Très bien, j'arrête l'humour. J'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance et on prendra évidemment bien sûr leur retour aussi pour voir comment ça s'est passé, si c'était agréable ou plutôt difficile et en effet à améliorer. Je remercie à nouveau tous ceux qui contribuent à cet événement, qui ont participé, notamment la région Nouvelle-Aquitaine bien sûr, mais aussi la CCI avec les gens qui ont joué le jeu des diagnostics
diagnostic flash, les différents partenaires qu'avait cité Jean-Georges tout à l'heure. Un grand merci aux cabinets qui aujourd'hui ont joué le jeu des diagnostics flash gratuits auprès des entreprises, les ateliers bien sûr. Et puis, je vous invite, ceux qui ont fait des diagnostics, ils ont rempli un petit questionnaire en ligne dont on va pouvoir tirer un certain nombre bientôt de statistiques sur les attendus, les besoins des entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui auront répondu à ça. Là, on a eu maintenant plus d'une centaine de questionnaires qui ont été répondus à l'occasion de l'événement. On peut maintenant en faire quelque chose aussi au fil de l'eau pour prendre le pouls de vos besoins, de vos attentes et commencer aussi peut-être à organiser une mise en relation et un parcours sur ces sujets de la transformation numérique. Donc je vous invite à noter cette adresse, hein, où vous la retrouverez sur le bit.ly/matransfonum et puis à retrouver les éléments que vous avez dans la plaquette aussi côté accompagnement ADI sur la transformation numérique, plaquette que vous trouverez largement dans le hall du Rocher de Palmer. Super salle, où en tout cas vous avez été très nombreux à venir dans cette salle. Merci beaucoup, on se retrouve au cocktail tout de suite. Merci beaucoup et au revoir à tous les sites, y compris dans le Pays Basque où vous étiez et sur Périgueux en Dordogne. Merci à tous.